Donc, l'application vectorielle initialement, c'est f de m égale à alpha 1 ma1 plus alpha 2 ma2 jusqu'à alpha p ma-p. Et l'application f qui est associée au système. Mais moi, je juge que c'est trop bizarre, c'est trop compliqué parce que m une fois, m deux fois, m p fois. Donc, c'est comme si je veux résoudre, imaginez que vous voulez résoudre une équation f de m égale à un vecteur u et que vous cherchez m comme inconnu. M égale à quoi? Vous aurez du mal à tirer m en fait. Parce que m, il apparaît tout deux fois. Vous voyez? Donc, il faut faire une sorte de simplification. Donc, dans un premier temps, on va chercher ensemble à, voilà, on va chercher à trouver quoi? Une simplification de cette écriture. Donc, en fait, pour simplifier cette écriture, ça veut dire ce qu'on va faire. On va juste appliquer la relation de Charles. On va juste appliquer la relation de Charles. On va introduire un même point. On va lui donner, je ne sais pas quel nom on va lui donner, mais on va introduire un point O quelconque entre ici. On va introduire le même point O ici et le même point O ici. Est-ce que vous voyez? Une fois que je le fais, je vais regrouper. Vous allez remarquer qu'il y aura partout MO. Je ne sais pas si vous voyez. MO plus OA1. MO plus OA2. MO plus OAP. Et puis je vais regrouper tous les MO. Ça va me donner les MO qui vont être en un seul endroit. Vous voyez ça? Donc vous aurez, on va développer, vous aurez alpha 1, vous aurez MO. Avec la version de Charles, vous aurez MO plus OA1 jusqu'à ainsi de suite, jusqu'à alpha P, MO plus quoi? OA. Et maintenant, vous allez regrouper tous les MO puisque vous pouvez faire de toute façon une mise en facteur. Il y a MO ici. Et il y aura les MO qui vont se répéter comme ça. Et donc, si vous regroupez, vous aurez quoi? Vous verrez qu'il y aura alpha 1 jusqu'à alpha P, le tout multiplié par quoi? Le tout multiplié par? Ça va être la somme des MO. Ça va être la somme des... Mais je suis trop vite à la maison. C'est-à-dire vous aurez alpha 1 MO jusqu'à alpha PMO ou bien. Si vous regroupez tous les MO, on est d'accord? Après, il y aura quoi? Après, il y aura alpha 1 OA1, c'est ça? Jusqu'à quoi? Jusqu'à alpha P OAP. Alpha P OAP. Est-ce que tout le monde voit ça? Oui. Ok. Donc, ce qui fait que, ici, vous aurez donc la somme des coefficients. Ici, vous voyez que je peux mettre MO en facteur parce qu'il y a MO, donc je peux mettre MO en facteur. Vous aurez donc alpha 1 jusqu'à alpha P, le tout multiplié par FO. Est-ce que vous voyez? Voilà. En fait, le thème là, vous devez reconnaître, bon, laissons-le pour le moins, pas grave, donc plus. Ouais, c'est une somme. C'est ça. En fait, cette démonstration que je viens de faire, vous savez, bon, c'est peut-être parce que je veux simplifier les choses, mais remarquez que je pouvais le faire autrement. Hein. Je pouvais le faire directement avec la somme. Si je voulais le faire directement avec la somme, j'aurais écrit, remarque, directement, j'aurais directement. Ça, c'est lorsque je veux décomposer les choses, en fait. Maintenant, si vous comprenez bien l'écriture des sommes, vous pouvez aller directement comme ça. Vous écrivez f de m. En fait, initialement, f de m, c'était la somme des alpha i, MAI, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, vous introduisez au-dedans. Vous introduisez au-dedans directement. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez introduire au-dedans. Oui? Oui. Vous n'avez pas sauté quelque chose? Non, en fait, ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est pas la somme? Ce que je suis en train d'expliquer, c'est je mets une pause, je laisse ça. Je vous explique que je pouvais en fait écrire à partir d'ici. Donc, je reviens à partir d'ici. F de M, son écriture, c'était ça. Ce n'est pas l'écriture là que je veux réécrire. Hein. D'accord. Okay. Donc, depuis là, on écrit F de M égale à ça, on est d'accord? On avait écrit ça, ou bien? Cette écriture de F de M, ça c'est la définition. C'est ça, ok, d'accord. Dans ce cas, j'ai introduit le point O maintenant. Je disais que je pouvais le faire directement comme ça. Donc, et introduit ici le point O, quoi. Ce qu'on a fait en détail comme ça, on peut le faire de façon beaucoup plus compacte, en fait, comme ça. Et c'est ici, je vais décomposer les choses en deux parties. Je vais décomposer ça comme ça, somme des alpha i. Je vais développer, en fait.
alpha IMO à part I allant de quoi? Le somme de IMO. Voilà. Et ici? Et allant de 1 à B. Voilà. Le somme de la somme de Ouais. alpha I OAI. C'est ça. Et allant de 1 à B. Maintenant, la partie là, vous voyez que MO, on peut mettre MO en facteur, comme je l'ai montré précédemment. C'est la somme de alpha IMO, c'est ça en fait qui rejoint la ligne qu'on a écrite ici. Alpha 1 MO, alpha 2 MO, jusqu'à alpha PMO. Et on a mis MO en facteur. On peut le faire ici. Exactement. C'est-à-dire, ici, vous pouvez l'écrire que ça fait la somme des alpha I allant de 1 à P, le tout multiplié par quoi? Par MO. C'est parce que dans MO, il n'y a pas I. Comme MO ne dépend pas de l'indice I, alors vous pouvez mettre MO en facteur. Mais si vous ne pouvez pas le faire, parce que OAI, ça dépend de I, est-ce que vous voyez l'affaire? Ça dépend de I. Donc voilà. Voilà. Mais si on voit cette expression, regardez, quand vous voyez l'expression là, et l'expression là, celle qui est ici, je souligne ça en vert, et celle-là, je souligne en vert, il y a quelque chose de commun entre les deux. Celui-là s'obtient à partir de celui-là en remplaçant quoi par quoi? Il faut remplacer M par O pour avoir ça. Donc ça là, c'est F de quel point? Ça va faire F O. Voilà, ça là, c'est F de O. Ça, c'est F de O. Voilà, donc ça, c'est F de O. Donc plus F de O. Donc, vous voyez, on a une écriture simple de F de M, quoi. Vous voyez? C'est comme ça on simplifie ce genre d'expression. On introduit juste un point et puis on a une simplification. En fait, c'est la même chose que j'aurais fait ici. Et ici, je voulais y aller pas à pas. Sinon, c'est la même chose. Vous voyez bien que ça fait la somme des... Ça, c'est la somme des alpha I. OK? I allant de 1 à P qui multiplie MO. Okay? Et ici, c'est la somme des... C'est le F de O, ça, quoi. C'est le F de O. Alors, voilà, on peut le faire comme ça. Voilà. Moi, je préfère souvent écrire avec les sommes. Ça me permet de ne pas détailler forcément les choses. Mais bon, avec la première façon, vous comprenez mieux ce qui se passe. Mais si vous êtes plus habitué... On peut dire que c'est les lignes de niveau, quoi. Ouais, bon. C'est la démonstration des... Effectivement, c'est comme ce que vous faites au niveau des lignes de niveau, là. Voilà. C'est ce que vous avez l'habitude de faire ici. Voilà. Donc, pour le moment, bon, voilà. Donc, on a simplifié l'écriture de la fonction de Leibniz et on a pu trouver que voilà, la fonction de Leibniz f de m, donc ça s'écrit comme ça. Donc f de m s'écrit comme, donc ce qu'on a démontré c'est ça, hein, c'est que f de m, la fonction de Leibniz en fait s'écrit comme la somme des alpha I allant de 1 à P fois MO plus f de O. Ceci quel que soit quoi, quel que soit le point O, hein, et quel que soit le point M, quel que soit le point O de l'espace et quel que soit aussi le point M de l'espace. Voilà, donc on a ça. Bon, de l'espace affine, O et M sont des points. Ok. Oui, c'est ça. Maintenant, regardez que qu'est-ce qui se passe selon vous si la somme des coefficients est nulle? Selon vous, qu'est-ce qui se passe? On va faire CD. Si la somme des coefficients est nulle, si la somme des coefficients du système est nulle, qu'est-ce qui se passe selon vous par rapport à f de m dans cette écriture précédente? Si c'est nul, FM serait égal à FO. Ok, on remarque que f de m serait égal à f de o. Quel que soit quoi? Quel que soit le point M et quel que soit le point O. Comment est-ce qu'on appelle cette application? Une application qui fait ça, elle est comment? On voit que f de m est... Oui, f est comment? Qu'est-ce qu'on peut donc dire de f? On voit que f de m égale à f de o, quel que soit le point M et quel que soit le point O. C'est une application, elle est constante. Parce que f de m, c'est f de o, quel que soit les points M et O. Ça veut dire que f est une application constante. Est-ce que vous voyez ça? F est constante. Donc, vous devez savoir que la fonction vectorielle de Leibniz, elle est constante si la somme des coefficients est nulle. Et des applications immédiates de ça, c'est quoi? Je vous donne quelques applications. Bon, en fait, l'application, on va voir ça après. Okay? Donc, sachez que l'application vectorielle de Leibniz, on a déjà un premier résultat, c'est que si la somme des coefficients est nulle, l'application vectorielle de Leibniz est constante. Maintenant, on va voir ce qui se passe si la somme des coefficients est différente de 0. Si la somme des alpha I allant de 1 à P est différente de 0, dans ce cas, voilà, je vais noter okay, cette somme-là.
Voilà, je vais revenir un peu à l'application. Okay. Je vais revenir. C'est comme si vous aviez du... Voilà, c'est comme si... Là, j'efface ça. Voilà, je vais revenir un peu à l'écriture f de m. Et f de m fait ça. Okay. Si vous cherchez à résoudre l'équation f de m, c'est comme si vous avez ax plus b en fait. Ax plus b. Si le a est nul, l'application est constante. Mais si le a est différent de 0, c'est plus constante. Mais on peut même montrer qu'elle est bijective. C'est ce que je vais montrer ici. En fait, f est bijective. Pourquoi? Quand vous résolvez l'équation, f, c'est une application de e à valeur dans e. En fait, si vous prenez un vecteur de l'espace, un vecteur u quelconque de e, si vous résolvez l'équation f de m égale à u, on va résoudre ensemble cette équation, f de m égale à u, on va voir ce que ça donne. Donc, f de m égale à u, on va chercher m. Okay. F de m égale à u, c'est m que je cherche. Donc, si je prends f de m, c'est somme des alpha i allant de 1 à p fois quoi? MO plus f de u, c'est ça qui donne u en fait. U, lui, c'est un vecteur de... Je vais tirer m quoi. Je vais vous montrer qu'on peut avoir un seul m comme solution. Donc, si je tire ici, je fais la somme des alpha i allant de 1 à p fois MO, vous avez u moins f de o. U moins f de o. Je vais donc tirer MO. MO fait quoi? MO fait U moins quoi? Comme la somme est cousine différente, je peux diviser. Hein? Je peux diviser par la somme parce que cette somme est différente de 0. Car la somme est différente de 0. Si la somme était nulle, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, vous pouvez diviser. Donc, vous voyez que je peux tirer M. En fait, voilà. Donc, MO, en fait, c'est O moins M, quoi. MO, on voit ça comme O moins M. Le MO, vous savez, c'est O moins M. Donc, O moins M, c'est ça qui est MO. Donc, vous pouvez tirer M qui fait O moins, O, je sais pas trop. Bon, une histoire, je garde ici MO. Ok, c'est pas grave, je garde MO pour le moment. Et puis, je vais tirer OM. Si je multiplie par moins 1, j'aurai OM. C'est-à-dire que OM, c'est moins MO. On va moins ça. Donc, je vais chercher l'opposé, quoi. L'opposé, ça va faire F de O moins U divisé par quoi? Le moins, je fais l'opposé de ça, va faire F de O moins U sur la somme des coefficients, n'est-ce pas? Donc, M fait quoi alors? OM, c'est M moins O, quoi. Donc, je peux tirer M comme étant égal à quoi? O plus quoi? F de O moins quoi? U sur quelle somme? Sur la somme des coefficients, n'est-ce pas? I allant de quoi? 1 à P. Vous voyez ça? Donc, ça montre que l'application... En fait, j'ai résolu l'équation F de M égale à U. Et j'ai pu trouver. Vous voyez que l'équation là, il admet une unique solution. Donc, l'équation, on remarque que l'équation, en fait, c'est ce que je viens de remarquer, c'est que l'équation F de M égale à U admet une unique solution M. Une unique solution M. Donc, ce qu'on dit que l'application F est comment? Voilà, on dit qu'elle est bijective. Donc, cette application dit qu'elle est bijective. Voilà, c'est ça qui sont les premières propriétés en fait établies au niveau de votre cours de barycentre et fonction vectorielle de Leibniz. Ok, voilà, c'est ce que je viens de faire. Alors, f est bijectif, c'est les premières propriétés qu'on vous donne en fait dans le cours sur les barycentres, ce que je viens de démontrer comme ça. Okay. Donc, l'application vectorielle de Leibniz, voilà, on a établi ces deux résultats en fait. Ça fait, je sais pas tout, la somme de alpha i. Ici, le point qu'il a introduit, c'est A. Moi, j'ai introduit O, c'est pas grave. Ok, donc f de m égale à somme des alpha i. On peut écrire ça comme ça même. Bon, ce que c'est vrai, mais on peut encore mieux écrire. Plus f de a. Donc, si la somme des coefficients est nulle, vous voyez que f est comment? F de m égale à f de a pour tout point m. Ainsi, f est comment? Constante. Mais si la somme des coefficients est différente de 0, alors f est comment? Bijective. Donc, c'est un de ça que vous devez savoir démontrer sur l'application vectorielle de Leibniz. C'est que l'application vectorielle de Leibniz est constante. Ok, si la somme des coefficients est nulle,
elle est différente de 0 si elle est bijective. Vous pouvez vous dire à quoi ça sert tout ça. Voilà, donc première utilité, c'est la définition du barycentre. C'est que si la somme des coefficients est différente de 0, on a dit que si la somme des coefficients alpha i allant de 1 à quoi? À n est différent de 0, bon, je suis. Alors f est bijective. Donc f, c'est une application, je rappelle que f, c'est de E dans E. Ok, à un point M, il associé, je rappelle, l'écriture, c'est alpha 1 M A1 jusqu'à quoi? Alpha, bon, ici, si j'utilise N, bon, j'utilise N, voilà. Alpha N, par exemple, M A quoi? Si j'utilise N, c'est alpha N, M A. Voilà. Maintenant, si c'est bijectif, bon, alors, vous savez, le vecteur nul, il est dans E, vous êtes d'accord? Parce que E, c'est un espace vectoriel. Quand le vecteur nul est ici, non? Donc, le vecteur nul a un seul antécédent. Donc, le vecteur nul a. Donc, je vais dire que comme f est bijective, alors quoi? Comme f est bijective, alors il y a un seul point. Il existe. Voilà, il y a un et un seul point. C'est lui-là qu'on appelle G. G, c'est lui qu'on appelle le barycentre, tel que f de G soit le vecteur nul. Il y a un seul point G, tel que f de G soit le vecteur nul. Parce que f est bijective. Si f est bijective, alors il y a nul. Maintenant, si je dis que f de G égale vecteur nul, ça veut dire quoi? F de G égale vecteur nul, ça veut dire quoi? Que alpha 1 quoi? Alpha 1, GA1, c'est ça non? Plus alpha 2, GA2 jusqu'à quoi? Alpha N, Alpha N, GAN. N nul. C'est cet unique point qu'on appelle le barycentre. Ce point G est appelé, c'est comme ça qu'on définit le barycentre à partir de l'application vectorielle de Leibniz, est appelé le barycentre du système. C'est ce point qu'on appelle le barycentre en fait, du système du point pondéré A1, alpha 1, A2, alpha 2, jusqu'à AN, alpha 1. Donc maintenant, ce que vous avez de plus que le lycéen, c'est que si on vous dit c'est quoi le barycentre d'un système de point pondéré, vous direz que si la somme des coefficients du système, c'est ce qu'on vient de voir, si la somme des coefficients du système est différente de 0, alors voilà, le barycentre du système, c'est l'unique antécédent du vecteur nul par l'application vectorielle de Leibniz associée au système. C'est une façon savante de définir le barycentre. Donc, vous voyez, donc cette définition-là, ici de l'application vectorielle de Leibniz, l'un des objectifs, c'est de pouvoir définir. Mais comme vous le voyez bien, on a pu définir la notion en fait de barycentre comme étant l'unique antécédent du vecteur nul par l'application vectorielle de Leibniz. Vous voyez que quand la somme des coefficients est nulle, on ne peut pas définir le barycentre. En ce cas, parce que f est une constante, on ne peut pas définir le barycentre. Mais si la somme est différente de 0, on définit voilà, le barycentre G. Donc c'est comme ça qu'on définit le barycentre à partir de l'application vectorielle de Leibniz. Et en guise de bonus, il y a aussi un résultat. C'est ce que j'ai écrit un peu plus haut ici. Cette écriture-là, voilà. Si on l'applique, cette écriture, si vous l'appliquez, on va, voilà, on va l'appliquer ensemble. Donc de plus, vous voyez que, on avait écrit ça. Mais j'avais dit que je vais appliquer ça. J'avais dit que c'était valable pour tout point O. On va appliquer ensemble ça pour O égale à G. Ok? Pour O égale à G, vous aurez comment remplacer O par G? Vous aurez f de m qui est égal à quoi? Somme des quoi? Alpha i allant de 1 à n. Bon, p ou n, je m'en fous comme temps. Ici, ça va faire m quoi? mg plus f de quoi? F de g. C'est quoi f de g? F de g, c'est quoi? Vous avez oublié? C'est l'application vectorielle. F de g. Il y a un seul point G, tel que f de G soit le vecteur nul. F de G, c'est le vecteur nul. C'est bon? Monsieur, c'est une application vectorielle, non?
Je dis f de g, f de g. Je ne parle pas de f. Que fait f de g? La valeur de f de g, c'est le vecteur nul. Ou bien, c'est la définition de g. G, c'est le point tel que f de g soit nul. C'est le point qui vérifie ça. Donc, f de g nul. Et là, vous voyez que voilà, le fait que f de g soit nul, ça me permet de simplifier encore l'écriture. Donc, ça va faire quoi? Somme des quoi? Alpha i, i allant de 1 à p, le tout fois quoi? Mg. Car quoi? On sait que f de g est comment? Est nul. Mais notez bien que f de m lui-même, son écriture c'était quoi? F de m lui-même, son écriture c'est la somme des quoi? Je rappelle f de m même son écriture. Le journal, on va ajuster au mieux. Donc f de m même, son écriture c'était quoi? Je rappelle un peu ça. C'était somme des alpha i, MAI, non? I allant de quoi? 1 à. Ça nous fait donc un résultat qu'on utilise très souvent, surtout pour utiliser des lignes de niveau. Je donne quelques exemples pour que vous voyez. Voilà, je donne quelques exemples pour que vous voyez ce qu'on vient de faire là. Je vais prendre un système S qui est constitué de A affecté de 1, B affecté de 2, de C affecté de 3 par exemple. On me donne ce système S. Est-ce qu'il a le même barycentre? On va calculer la somme des coefficients, n'est-ce pas? 1 plus 2 plus 3, c'est différent de 0, n'est-ce pas? Donc, S admet quoi? Un barycentre. D'accord? G. Et G est tel que, G c'est le point tel que quoi? 1 fois GA, c'est ça? Plus quoi? 2 fois GB, plus 3 fois quoi? GC qui est nul. Maintenant, si je vous demande de me simplifier l'écriture à partir du résultat précédent, si j'essaie de simplifier l'écriture là, je mets MA 1 fois MA, donc MA plus 2MB plus 3MC, ça donne quoi? C'est à ça que sert l'application, c'est à ça que sert l'égalité précédente en fait. L'égalité précédente dit que quand on a ce genre de choses, somme des alpha hier, on peut sommer les coefficients et mettre Mg. Ça va très vite quoi. C'est une égalité qui aide beaucoup à simplifier les choses en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Il dit qu'on peut sommer les coefficients. En gros, ça c'est l'application virtuelle de Leibniz. Il dit qu'on peut sommer les coefficients. Donc, en gros, on peut écrire que MA plus 2MB plus 3MC, ça fait quoi? Vous faites la somme des coefficients. Les coefficients sont combien? Il y a 1, il y a 1, il y a 2, c'est ça? Il y a aussi quoi? 3. Et vous mettez quoi? Mg. Est-ce que vous voyez? C'est ce que dit cette propriété-là encore. Et donc, ça va faire quoi ici? 6 fois Mg. En gros, ça nous permet de simplifier les expressions comme ça, quoi. En fait, voilà, c'est ce que vous faites souvent en lycée en introduisant le point G. Cela revient à celui qui a introduit le point G, quoi. C'est celui qui introduit G. Parce que quand on introduit G, on peut le voir comme ça. Je mets ça en parenthèse. Celui qui introduit G, il aurait quoi? Bon, lui, il va démontrer, mais bon, ici, vous pouvez l'écrire directement avec la propriété qu'on appelle propriété fondamentale. Voilà, du barycentre. Donc, celui-là, quelqu'un d'autre pouvait le démontrer en introduisant G. Il pouvait faire quoi? Il pouvait faire que MA plus 2MB plus 3MC, ça fait quoi? On a introduit le point G partout, ça fait MG plus GA. En fait, pour lui, ça serait un peu long avant de remarquer ça, quoi. Plus 2 fois. Il introduit encore G de l'autre côté. MG plus GB. Il introduit encore G de l'autre côté. Plus 3 fois quoi? MG plus GC. Avant de remarquer. Voilà. Avant de remarquer qu'il faut regrouper les MG. Ce qui fait 6 MG. Et puis il aura maintenant GA plus 2 GB plus quoi? 3 GC qui est nul. Parce que G c'est le barycentre. Le GA plus 2 GB plus 3 GC c'est nul. Donc il n'y aura plus maintenant ce truc là et il va obtenir le même résultat, quoi. Donc ici, l'intérêt vraiment des résultats qu'on est en train d'établir, ça vous permettra de ne pas être trop long avant d'écrire certaines choses.
Donc, quand vous voyez ça, vous devez pouvoir écrire directement 6mg sans trop souffrir. Genre, vous faites juste la somme des coefficients, puis vous mettez du mg. Voilà. Donc, ça vous permet de faire ça. Je donne un autre exemple. Si j'ai I qui est le milieu de AB, par exemple. Si j'ai I qui est le milieu de AB, baril de A et B. Par exemple, A affecté de 1 et B affecté de 1. Et que je vais calculer MI. Je vais calculer MA plus MB. Ça fait quoi? Voilà, si vous voulez appliquer la propriété qu'on a démontrée, MA plus MB fait combien? Ici, le par exemple, c'est I. Vous avez MI? Vous avez MI, c'est vrai? Ah bon, moi, je ne veux pas développer quoi. Genre, servez-vous de la propriété qu'on a vue. Servez-vous de la propriété qu'on a vue. Ça fait quoi? Ça fait 2mg. Donc ici 2mi, ici c'est I. 2mi quoi. D'accord? Effectivement. On fait la somme des coefficients et puis vous multipliez par I. C'est ça. C'est ça. En gros, c'est à ça que ça sert quoi. Non. Voilà, sinon on n'avait pas fait tout ça là. C'est juste pour aller beaucoup plus vite. C'est ce que dit cette propriété. Voilà. C'est ce que dit cette propriété. C'est que vous pouvez sommer les choses comme ça. Je vais donner un exemple où le barycentre n'existe pas. Je vais donner un exemple où le barycentre n'existe pas. Je donne un exemple où le barycentre n'existe pas. Je donne ce système S. Je vais mettre A1, B2 et C-1. Voyez? Donc ici, vous voyez tout ce que, bon, la somme des coefficients 1 plus 2 plus moins 1 est nul. Plus moins 1 est nul. Voyez? Ça fait que quand j'ai, par exemple, l'application de l'MI ici, c'est MA plus... Ah non, j'ai mal fait, c'est ça non? C'est pas nul. Bon, je vais prendre C-3 dans ce cas. Voilà. Ok. Donc, si j'avais pris, par exemple, où est-ce que j'en étais? Bon, je vais intégrer la réunion. Ok. Donc, je dis que si j'avais pris ce système, par exemple, donc, si je considérais M, est-ce que d'abord le barycentre existe? 1 plus 2 plus moins 3. Voilà, ok. Donc, pas de barycentre. S'il n'y a pas de barycentre, donc vous devez savoir automatiquement que le système, genre, quand vous prenez MA plus 2MB moins 3MB, ça ne dépend pas de quoi? Ne dépend pas de quel point? Ça ne dépend pas de M. Voilà, ça ne dépend pas de M. C'est-à-dire que c'est une constante. C'est ce qu'on a appris, que ça, c'est une constante. Donc, ça veut dire que ce vecteur U là, il est égal. Tu peux remplacer M par A. Donc, tu peux remplacer tous les M par A. Genre, dans cette relation, vous pouvez remplacer tous les M par A. Ça serait égal à AA plus quoi? Plus AB moins 3AC. C'est ce que ça veut dire. Le fait que ça ne trouve pas. Ici, on a pris M égale à A, ça. Donc, ça serait par exemple égal à 2AB moins quoi? 3AC. Voyez? Ou bien, par exemple, vous pouvez remplacer aussi M par B. Ça serait égal à quoi? BA plus 2BB moins 3BC. Et voyez. Donc, vous aurez quoi? M par B. Hein? Et vous aurez BA moins 3. C'est comme ça qu'on utilise quoi? Ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on utilise concrètement le fait que l'application vectorielle de l'MI soit constante dans le cas où la somme est plus nulle. Et voilà. Dans le cas où la somme est différente des deux, ça permet de définir le barycentre. Donc, c'est exactement ça que vous faites ici. Voilà. Donc, c'est ce dont je viens de parler en fait, qu'on définit ici. Voilà. Maintenant, voilà, ici, quand on parle de normalisation de coefficients, c'est juste un truc.
Si toutes les coefficients sont égaux, alors le point G est dans ce cas appelé isobarycentre. Bon, là, c'est du vocabulaire. Je vais essayer de vous expliquer ce vocabulaire-là. Voilà, donc en termes de vocabulaire. Bon, l'isobarycentre, c'est lorsque tous les coefficients sont égaux. On parle de iso, c'est isobarycentre. Okay. Déjà, quand on parle de normalisation, ici, en posant bêta égale à somme des, on obtient somme de bêta égale à 1, on dit que les coefficients sont normalisés. C'est quoi la normalisation des coefficients d'un barycentre? Voilà. Donc, c'est une question c'est une question légitime que vous pouvez poser. C'est qu'on appelle la normalisation. C'est lorsque la somme des coefficients donne 1, je vais le dire comme ça. Alors, on peut toujours amener un système de telle sorte que la somme de ces coefficients soit égale à 1. Enfin, je vais essayer d'expliquer cette partie-là de votre cours. Ok. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que si vous avez un système S, je donne un exemple pour faire simple. Si tu as ce système S A1, B2 par exemple, tu notes G par exemple son barycentre. Tu notes par exemple G son barycentre. Tu sais que G doit vérifier. Je vais pas mettre A1, B2. Je vais mettre A3, B2 par exemple. Donc, si G est le barycentre de S, si G est le barycentre de S, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez que 3GA plus quoi? 2GB égale à combien? Vecteur nul, non, pas de définition. La somme des coefficients, c'est combien? La somme des coefficients, c'est 3 plus 2 égale à quoi? 5. Je vais diviser la relation par 5. Si c'est nul, alors je peux dire que quand je divise par 5, oui, c'est nul, n'est-ce pas? Si c'est nul, alors je peux diviser par 5, n'est-ce pas? Et donc, je peux dire que c'est nul. Maintenant, je vais distribuer les 5 là. Je vais distribuer ça. Je vais dire que ça fait 3 cinquièmes de GA plus quoi? 2 cinquièmes de quoi? En fait, en gros, cela revient à diviser le système initial par 5. En gros, j'ai maintenant le barycentre de quoi? De quel système? A combien? A affecté de la somme, ça fait quoi? Et genre, le coefficient ici, c'est 3 cinquièmes, n'est-ce pas? L'autre coefficient, ça fait combien? Que fait maintenant la somme des coefficients? On fait 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait combien? Ça fait 1, non? Vous voyez que la somme des coefficients est maintenant égale à 1. Quand la somme des coefficients est égale à 1, on dit que le système est normalisé. Voilà, on va dire que voilà, ce système, il est normalisé. C'est ça qu'il est en train d'expliquer, quoi. Donc, pour normaliser un système, il suffit de diviser les coefficients par la somme, en fait. Voilà. Donc, dans ce cas, on dit aussi que GA pour coordonnées barycentriques. Voilà, c'est aussi un vocabulaire. GA pour coordonnées. On dit ça comme ça. GA pour coordonnées barycentriques, quoi. Barycentrique. 3 sur 5 et 2 sur 5. On dit ça comme ça dans le repère AB. Quand on vous demande de donner les coordonnées barycentriques, vous devez normaliser les coefficients. Donc, vous devez faire que la somme donne 1. Voilà, dans le repère AB. Voilà. C'est juste. Donc, je donne un exemple. Si vous avez par exemple le milieu de AB, comment vous écrivez le milieu comme. Quelles sont les coordonnées barycentriques du milieu dans le repère AB? Quelles sont les coordonnées barycentriques du milieu dans un repère? Si on normalise ou bien? Oui, si on normalise. On va faire A. Oui, barycentre A1 demi, B1 demi. Oui, d'accord. Vous divisez juste par 2. Voilà, donc, c'est ça qu'on appelle la normalisation, quoi. Donc, ici, demi-demi, c'est les coordonnées barycentriques de I dans le repère AB. Donc, c'est juste un simple vocabulaire que l'on donne par rapport à ça. Okay. Et là, vous obtenez, genre les formules que vous connaissez depuis là, vous pouvez les obtenir. Voilà, on peut par exemple chercher à écrire des points comme coordonnées barycentriques, chercher des systèmes normalisés et tout. Voilà. Donc, les formules que vous avez, dans les formules que vous connaissez, bien soit pour finir, je vais prendre un exercice où on va utiliser voilà, le truc là.
Bah ouais, je vois qu'il est tard, hein. Il est tard. On avait commencé à quelle heure là? Comme si j'ai cédé le temps. Euh, Pour dire vrai, l'heure est passée, hein. il avait Parce pas. qu'on a commencé à 10 là. Ah, ok, je vois. Bon, je comprends. Pourquoi C'est vous êtes passé de 5 minutes. 5 minutes? Ok. Bon, je voulais prendre un petit truc pour finir. Si vous n'êtes pas fatigué, vous êtes fatigué, non? On peut faire cet exemple. Ok. L'exemple que vous voulez là, on fait un exemple. Je voulais prendre, ouais, vas-y, un exemple. Après, si vous avez des exercices aussi, vous le mettez dans le groupe, on va s'entraîner. D'accord. Bon, voilà. On voulait prendre quel exemple? Ça, c'était sur l'application Affine. Je voulais donner un exemple sur les barycentres. Ouais. Là, c'est sur les sauces affines. C'est sur les sauces affines. Barycentres, voilà. Donc, voilà. Donc, il y a quelques petits exercices ici. Montrer que des droites sont parallèles, des droites sont concurrentes, des choses comme ça, quoi. Bon, mais c'est beaucoup plus chaud que ce truc-là qu'on vient de faire. Ouais, donc, on va prendre un parmi ces joueurs very simple à faire. Montrer que voilà, soit D dans 4 points. Voilà, soit A, B ou un repère affine du plan, soit N des coordonnées barycentriques, c'est-à-dire le milieu N détermine les coordonnées barycentriques de N, A, B, C. Les 6